Monsieur l'abbé, merci de nous recevoir. J'aimerais que vous nous disiez qui vous êtes et ce que vous avez fait avant d'arriver ici à Suresnes. Voilà, donc j'ai été ordonné en 1992, le 29 juin, au séminaire d'Ecône, par Monseigneur Rangel, qui n'était pas un évêque de la fraternité, mais qui est cet évêque brésilien qui a été sacré par les évêques de la fraternité en succession de Monseigneur de Castremeyer. Voilà, c'est une petite originalité. Voilà, je n'ai pas été ordonné par un évêque de la fraternité de Saint-Pédis. Et j'ai été donc immédiatement nommé à l'école Saint-Joseph des Carmes, à Montréal de l'Aude, et j'ai pris la direction de cette école 2 ans après, en 1994, et je suis resté jusqu'en 2002 directeur de l'école Saint-Joseph des Carmes. Donc j'ai été nommé au siège du district de France, dans mes fonctions actuelles, donc depuis le 15 août 2002, succédant à Monsieur l'abbé Laurençon. Et j'ai appris donc à découvrir la France donc depuis ce temps-là. Le mandat d'un supérieur de district dans la fraternité de Saint-Pédis est de 6 ans. Mon premier mandat échu en 2008 a été renouvelé, donc jusqu'en 2014. En quoi consistent les fonctions de supérieur de district? Tout un ensemble géographique, en l'occurrence la France, est confié sur le plan apostolique au supérieur du district, qui va être chargé de l'organisation de cet apostolat, de la fondation des prieurés, de voir comment les prieurés fonctionnent, et bien entendu, et c'est presque son rôle le plus central, un rôle de paternité à l'égard des prêtres et à l'égard des fidèles. Donc c'est une fonction qui est très belle, très intéressante, et qui demande pas mal de travail aussi. Quelle est votre formation initiale? J'ai fait mes études secondaires et je me serais destiné vers la carrière militaire si le bon Dieu ne m'avait pas appelé donc à la vocation sacerdotale. Donc en fait, après ma terminale, j'étais reçu au Prytanée de la Flèche et puis j'ai démissionné dans l'été donc pour rentrer au séminaire. Ensuite, donc j'ai fait au cours de mon séminaire, mon service militaire dans un régiment parachutiste, dont je garde le meilleur souvenir. Et puis ensuite, j'ai été parachuté donc à Montréal de l'Aude. Je voudrais commencer par un sujet annexe, si vous voulez, mais l'opinion publique, comme on dit, a été secouée l'année dernière par l'affaire dite de Bordeaux, de cette école hors contrat, qui a été fermée à la suite d'une campagne de presse. Est-ce que cette affaire a eu des répercussions sur les écoles de la fraternité? Non, pas d'une façon significative. On peut même dire que depuis lors, on a eu un certain nombre d'écoles qui ont été inspectées, comme nous en avons chaque année, mais les dernières inspections se sont plutôt bien passées. Je pense en particulier à une école primaire où on avait eu des inspections un petit peu difficiles et cette année, en 2011, elle a été de nouveau inspectée et c'est l'inspection qui s'est le mieux passée. Donc on a eu quelques petites retombées mais qui sont restées très accidentelles et ne compromettant pas l'œuvre scolaire générale de la fraternité. Tout d'abord des statistiques, donc des chiffres. Combien d'écoles, combien d'élèves, quel personnel Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Oui, avec plaisir. Donc, le district compte 26 écoles qui sont vraiment des écoles de la fraternité, dirigées par des prêtres de la fraternité. Parmi ces écoles, il y a 7 écoles secondaires qui sont bien réparties géographiquement en France. Et puis donc, nous avons également notre fleuron qui est l'Institut universitaire Saint-Pédis à Paris et qui est, disons, un aboutissement pour un certain nombre d'élèves que nous souhaiterions plus nombreux, mais qui est un peu une clé de voûte pour toutes nos écoles. L'œuvre scolaire est très importante pour la fraternité et pour le district de France, puisque sur 150 prêtres qui travaillent dans le district de France,
un tiers des prêtres travaillent dans l'œuvre scolaire. Et puis à ces prêtres s'ajoute la majorité des frères de la fraternité dans le district qui se trouvent aussi dans des écoles et qui ont un rôle très important à jouer. Et puis nous avons bien sûr pour nous aider un corps professoral d'une bonne centaine de professeurs. Puisque vous me demandez des chiffres, je peux aussi vous donner celui de l'accroissement de l'effectif de nos écoles. Donc en cette année 2010-2011, nous scolarisons plus de 1800 enfants. C'est la première année que nous en scolarisons autant. L'effectif des enfants scolarisés a augmenté de 100% en l'espace de 20 ans. Comme je crois que chacun le sait, c'est une œuvre aussi qui est difficile et qui demande de grands efforts de la part de tous ceux qui s'y dévouent. En ce qui concerne le secondaire, je pense que les écoles de la fraternité sont des écoles de garçons. Oui. Voilà, aucune école n'est mixte dans les classes du secondaire. Oui. Les écoles du primaire sont pour la plupart mixtes. Oui, exactement. Et donc sont beaucoup plus proches des prieurés, je pense. Voilà, en général, donc, nous nous efforçons que chaque prieuré puisse avoir son école primaire. On n'a pas encore réalisé dans toutes les villes, mais enfin dans une grande partie des villes, des villes où il y a des prieurés, il y a ces écoles primaires. Et puis ensuite, donc, les enfants rentrent en maternelle ou en CP dans ces écoles. Et puis en 7e, la plupart d'entre eux soit vont dans les secondaires de la fraternité, soit pour les filles, se rendent en général dans les écoles des congrégations dominicaines de Brignoles ou de Fangeau. Qu'attendez-vous de ces écoles? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Écoutez, on attend, vu tout ce que nous y consacrons comme énergie, nous en attendons beaucoup. Nous attendons de ces écoles qu'elles offrent aux familles, qu'elles offrent aux parents, cette complémentarité d'éducation qui est indispensable. La famille seule ne se suffit pas pour l'éducation, l'enseignement des enfants, donc elle fait naturellement appel à des écoles. Et nous, notre priorité, c'est évidemment d'aider les parents à transmettre ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la foi catholique, l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et également, nous nous efforçons dans nos écoles de ne pas séparer la transmission de la foi de l'enseignement des autres disciplines. Nous essayons de montrer que la foi apporte un éclairage dans toutes les disciplines et que c'est très, très enrichissant pour l'intelligence de voir tout cet ensemble. Et également, nous nous efforçons d'éduquer les enfants à la lumière des principes de l'Évangile. C'est ça, je dirais, qui fait que nous avons choisi la solution du hors contrat, parce que toutes nos écoles sont hors contrat. Nous voulons pouvoir conserver cette pleine liberté d'éduquer les enfants vraiment selon l'Évangile et en ayant le choix de nos professeurs et le choix de nos programmes, liberté qui existe encore en France aujourd'hui quand même. Était-ce vraiment la volonté de Monseigneur Lefebvre de faire de l'enseignement? De fait, au début, Monseigneur Lefebvre a fondé la fraternité, vous avez raison, dans un but qui était sacerdotal, faire des séminaires, aider à la formation des prêtres, servir un petit peu de refuge dans la crise de l'Église, parce que les séminaires n'assuraient plus leur fonction convenablement. Très rapidement, après la fondation de la fraternité, Monseigneur a reçu du monde entier des appels de parents alertés devant ce qu'était en train de devenir l'enseignement du catéchisme, en particulier dans les écoles sous contrat, dites libres, mais qui en réalité ne le sont pas. Et on fait appel à Monseigneur Lefebvre pour prendre les écoles. Alors ça n'était pas dans le but initial de la fraternité, même si ça n'était pas exclu, mais devant cette demande des parents, Monseigneur Lefebvre a compris qu'il ne pouvait pas faire autrement que de s'en occuper, et Monseigneur Lefebvre a bien compris aussi que pour avoir un jour des jeunes gens qui rentreraient dans ces séminaires, il fallait bien qu'il y ait une formation, une instruction, une éducation catholique qui soit dispensée et que ce serait de plus en plus difficile, voire impossible, avec l'enseignement officiel.
D'où le fait que Monseigneur a bien compris que même si ce n'était pas son idée initiale, il ne pouvait pas faire autrement que de s'en occuper. Est-ce qu'on risque pas repli sur soi de ces communautés? On a vu par exemple qu'à Saint-Joseph-des-Carmes, maintenant la moitié des familles habitaient sur place, donc étaient venues. C'est le cas également en Inde pour le sud de l'Inde, c'est un petit peu la même chose. La tradition est une grande famille, comme on dit souvent, c'est-à-dire que nos élèves, moi ceux que j'ai connus quand j'étais à Montréal, on les revoit régulièrement, donc on a des nouvelles de leur part, et je pense, à mon avis, il y a d'autres dangers qui sont possibles, mais ce danger d'une sorte de repli, d'une incapacité à pouvoir s'adapter ensuite à la société, je ne l'ai jamais véritablement vu. Bien sûr, il y a des exceptions, mais elles sont rares, et je ne l'ai jamais véritablement vu. Au contraire, on a souvent comme écho de la part de patrons, par exemple, qui ont l'occasion d'embaucher certains de nos anciens, des échos assez positifs. Ils sont contents d'avoir des garçons qui sont, disons, qui ont des vertus élémentaires, mais devenus un peu rares dans notre société aujourd'hui, d'honnêteté, de politesse, un minimum de sens du travail. Donc on n'a pas ce problème d'une difficulté d'adaptation. En revanche, donc, pour être bien juste, on rencontre des problèmes un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire que des jeunes gens, garçons ou filles d'ailleurs, qui, arrivant en faculté, n'ayant pas de rejet de ce qu'ils ont reçu dans nos écoles, mais se laissent un petit peu étourdir par la mondanité, par la dolce vita estudiantine, et là ça peut faire des ravages. Et je pense que c'est souvent une mise en garde que nous avons à faire aux parents, de pas envoyer ces jeunes gens n'importe comment, n'importe où, dans des cités universitaires, parce que ça peut être catastrophique à ce moment-là pour les enfants. Ils ont beau avoir 18 ans et plus, c'est pas pour autant qu'ils ont la maturité pour affronter tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on peut mesurer concrètement les retombées de cette œuvre? Écoutez, je vais vous donner cette indication qui est, je pense, assez exacte. Nous avons en moyenne aujourd'hui 80 garçons à peu près qui sortent chaque année de nos classes de terminale. Et sur ces 80 garçons, nous en avons une moyenne de 10 qui rentrent au séminaire de Flavigny. Ce ne sont pas tout à fait les proportions que Saint Jean Bosco disait du nombre de vocations qui pouvaient exister chez les garçons, mais évidemment c'est quand même loin d'être négligeable, et ça montre que des enfants peuvent avoir suffisamment d'idéal et puis de compréhension de ce qui leur a été enseigné pour rentrer d'une façon significative au séminaire. Et là, je parle uniquement du séminaire de Flavigny, sachant que certains autres entrent à Bellègue, chez les bénédictins ou à Morgon. Voilà. Donc c'est 10 fraternités, plus quelques autres encore. Je pense que ça, c'est un fruit très intéressant, très significatif de nos écoles. Et puis, nous avons aussi maintenant la génération des enfants de nos anciens élèves qui entrent dans nos écoles. Moi, j'ai eu l'occasion de voir à Montréal, enfin 2 générations qui se succédaient, et ça montre aussi que les parents n'ont pas été trop abasourdis et révoltés contre nos écoles pour finalement faire le même choix pour leurs enfants. Est-ce que vous avez des projets pour consolider cet essor Alors, un projet en fait qui s'est déjà réalisé, et je suis content d'avoir l'occasion d'en parler à l'occasion de cet entretien, c'est que au 15 août 2010, pour la première fois dans l'histoire de nos écoles, j'ai eu la joie de nommer un prêtre, qui est monsieur l'abbé Philippe Bourrat, comme directeur de l'enseignement de nos écoles en France. Ce poste n'existait pas auparavant, c'est un poste qui a été créé, et donc monsieur l'abbé Bourrat va, je pense, avoir un rôle très important dans l'avenir
pour travailler toujours davantage sur la perfection du cursus des études des enfants dans les différentes disciplines et dans les différentes écoles. Et donc il a commencé ce rôle, il a rendu déjà plusieurs visites dans les différentes écoles, les professeurs se sont entretenus avec lui, avec Free, donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va beaucoup aider au perfectionnement de notre œuvre scolaire. Et donc il a déjà également commencé une petite revue destinée aux prêtres des écoles et aux professeurs, dans lesquels des articles consacrés à l'enseignement, à l'éducation sont produits, et ça fait circuler aussi les idées des uns aux autres. Ça aide les professeurs des écoles à se connaître, ça fait un lien interne, enfin, donc je pense que ça va être très positif. Donc je dirais, ça c'est un projet qui commence à être réalisé avec de bonnes retombées. Aux quatre coins de la France, nous avons des parents dans différentes villes qui veulent commencer quelque chose, qui nous demandent comment faire. Certains se lancent. J'étais récemment dans une ville du sud-est de la France où des parents m'ont accueilli pour me montrer des locaux dans lesquels ils pensaient commencer quelque chose. Donc ça pousse de partout. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans nos familles nombreuses, et les parents se rendent vraiment compte qu'il faut trouver des solutions. Et voilà, donc ça c'est positif. Et puis nous-mêmes, on a de gros projets tout proches, en particulier dans notre école de Marlieu. Donc Marlieu, c'est un secondaire qui pour l'instant va jusqu'à la classe de 3e et qui est situé dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse. J'y vais ce soir. Et donc là, l'école accueille, je crois, aujourd'hui 90-95 élèves. L'effectif qui est prévu pour la rentrée prochaine est de 125-130 enfants. Il n'y a pas de quoi les accueillir. Nous sommes sur de très importants travaux qu'on espère commencer très prochainement pour pouvoir faire face à cette croissance importante d'effectifs, parce que je pense que à terme, c'est une école qui montera à 160, 180 élèves, et donc voilà, ce sont d'énormes travaux à faire. Et évidemment, je prends l'occasion pour appeler à la générosité des bienfaiteurs et des amis et de tous ceux qui comprennent le sens des écoles et l'importance que nous nous occupions en priorité de la génération qui vient. De nombreux parents rêvent d'une école technique, d'un lycée technique. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Là aussi, c'est une préoccupation que je connais bien. Puisque je l'ai vécu à Montréal, effectivement, m'occupant au début surtout des classes de 4e, 3e, avant de prendre la direction de l'école. Et donc j'ai été confronté à cet âge de 3e qui est névralgique, où les enfants se disent est-ce qu'on continue vers un bac général, mais ils ne sont pas forcément faits pour ces études-là. Mais les parents nous disent en même temps, oui, on reconnaît qu'ils ne sont pas faits pour ces études, mais si on les met ailleurs, que va-t-il advenir de l'âme de ces enfants ? Et c'est un vrai dilemme qui se pose, et bon, qu'on essayait de résoudre au cas par cas. Lorsque j'étais à Montréal, donc, j'avais fait une petite expérience pour quelques enfants qui étaient dans ces cas-là, où j'avais essayé de les garder à l'école, tout en prenant des liens avec des chefs d'entreprise qui acceptaient une sorte d'alternance voilà, donc ils assistaient aux cours de catéchisme et aux cours des matières principales à l'école, et puis ensuite ils partaient suivre un petit peu une formation en alternance. Mais c'était du cas par cas, et c'est pas une solution qui peut être généralisée. Je suis absolument conscient qu'il y a quelque chose à faire. L'un des prêtres du district a énormément travaillé sur la question et m'a présenté un projet, je pense, qui est alléchant, parce qu'on sent qu'effectivement ça pourrait répondre à de nombreux besoins. Le problème, c'est que pour la fraternité, nous manquons actuellement de prêtres ou de frères à pouvoir détacher pour prendre en main cette œuvre qui serait une œuvre pionnière pour nous.
Et puis également se posent d'autres problèmes de savoir, par exemple, si on fait une école technique, on ne va pas pouvoir proposer tous les métiers. Donc si on propose métier d'ébéniste ou de maçon, sur combien d'élèves on peut compter exactement. Vous voyez, c'est des questions comme ça. Comment arriver aussi à faire face à tous ces financements? C'est vraiment une question qu'on a sur notre métier de travail, mais elle n'est pas évidente à résoudre non plus. Hein. Donc passons la question à nos amis artisans, chefs d'entreprise. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Je pense aussi. Voilà, je crois que si des laïcs, si des pères de famille, des jeunes retraités, je dirais, se sentent, parce qu'ils ont cette formation de faire quelque chose, même petit. Nous, on pourrait envisager d'assurer l'aumônerie au moins pour commencer, peut-être d'aider un petit peu plus ensuite. Voilà. Mais c'est vrai que la fraternité a fort à faire par énormément de choses. Et pour l'instant, là, on a du mal à nous-mêmes à démarrer cette chose en plus. On avait toujours l'impression qu'on avait affaire à des écoles un petit peu élitistes. Est-ce que ça reste... Alors, le mot élitisme est effectivement parfois un reproche qu'on entend. Je pense que que tous les parents sont heureux qu'on cherche le plus possible à faire, à aider leurs enfants, même si le mot élite peut être prétentieux, mais enfin en tout cas à élever leurs enfants et à qu'ils s'épanouissent le mieux possible dans la foi, mais également dans leurs études. Parfois on disait le niveau des écoles de la fraternité est très élevé, trop élevé, et c'est décourageant pour des enfants qui sont moins doués. Le niveau scolaire global de l'enseignement en France n'a cessé de tomber, et que si nous nous en sortons bien aujourd'hui, c'est peut-être comme des borgnes au royaume des aveugles. C'est, je pense, nécessaire que la fraternité rame un petit peu à contre-courant pour essayer de maintenir un minimum de niveau. Je crois que c'est intéressant parce que Montréal s'est justement efforcé ces dernières années, avec son directeur, l'abbé Lenoac, de mettre en place des classes pour essayer de rattraper des enfants qui avaient davantage de difficultés. En classe, en particulier en collège, je crois, il y a une sixième principale, et puis certains des cours sont donnés en rattrapage à des enfants pour pouvoir les aider à remonter leur niveau. Donc je pense que c'est un exemple de cette prise en compte des élèves qui, pour différentes raisons, ont plus de difficultés et dont on essaie aussi de tirer le meilleur. C'est pour ça que le jugement d'élitisme globalement donné, à mon avis, est quand même pas très juste, quoi. Comment les spectateurs, vidéospectateurs, peuvent-ils apporter leur soutien à cette œuvre? Bien sûr, et c'est le fond de toute chose, leur prière, leur sacrifice. Je crois que c'est important de rappeler les deux, parce que la prière qui est vraie, elle est forcément accompagnée par des sacrifices qu'on fait dans son cœur, et pour les enfants, pour les écoles, pour la persévérance dans la foi. Et puis, comme je l'ai déjà dit, nos écoles ont aussi un prix, c'est le prix du hors contrat. Et donc, comme nos familles sont en général des familles nombreuses, avec 6, 8, 10 enfants, c'est pas très difficile de comprendre que la scolarisation de tous ces enfants dans nos écoles leur coûte trop cher, même pour un salaire aisé. Et donc, nous avons mis en place un système de bourse qui est dirigé par une association qui s'appelle l'ADAC, et qui est une association en fait dont tout le profit tous les dons qui lui sont communiqués vont permettre d'alléger le poids financier des parents. Donc c'est une très bonne œuvre de pouvoir aider l'ADAC, parce qu'en aidant l'ADAC, on aide les familles à pouvoir inscrire leurs enfants.
Je pourrais parler de beaucoup d'autres projets encore, donc soit d'écoles à réparer, parce que certaines sont vieilles déjà, soit d'écoles à construire, voilà, et donc toute l'aide financière qu'on peut avoir pour tous ces projets est très importante pour nous, parce que ce ne sont pas les écoles par leur fonctionnement interne qui génèrent des bénéfices, c'est plutôt le contraire.